SpaceX ne connaît pas le mot impossible, puis chaque fois que ça devient irréalisable, un an plus tard, c'est une routine. Il suffit de regarder la fusée Falcon 9 qui vient de pulvériser un nouveau record avec 200 tirs consécutifs réussis. D'abord, le lancement était considéré comme impossible, puis ils l'ont fait. Se rendre à la Station spatiale internationale, ça c'était quelque chose qu'ils ne pourraient jamais faire. Et puis ils l'ont fait, puis ils ont commencé à travailler sur l'atterrissage de la fusée, puis les gens ont dit que c'était impossible. Impossible? Ils l'ont fait. Et puis les gens disaient « Vous ne pourrez jamais réutiliser ça n'en vaudra jamais la peine financièrement. » Et aujourd'hui, ils récupèrent jusqu'à 15 boosters sur la plupart de leur flotte. Il est même vraiment rare de voir un nouveau booster, puis encore moins qui n'effectue pas d'atterrissage à imaginer. Puis qu'en est-il des carénages? Ceux-ci étaient censés être impossibles, puis ne valaient pas la peine d'être réutilisés, puis maintenant, il est rare de voir un nouvel ensemble de carénages. Et n'oublions pas, les humains. Les gens pensaient qu'il n'y avait aucun moyen que SpaceX mette des humains en orbite. Ils pensaient juste que c'était quelque chose qui arriverait jamais. Puis aujourd'hui, SpaceX est le fournisseur le plus prolifique de mise en orbite d'humains, non seulement pour la NASA qui se rend à la Station spatiale internationale, mais aussi pour les compagnies privées. C'est tout simplement incroyable. Puis dans chacune de ces étapes, il y avait toujours quelqu'un quelque part qui disait « C'est impossible, ça n'arrivera jamais ». C'est certain qu'il est vraiment difficile de prédire quand Starship passera de complètement impossible et expérimental à complètement ordinaire et routinier. Mais selon moi et la majorité des passionnés rêveurs puis ceux qui croient que l'impossible n'existe pas, c'est pour bientôt. La semaine dernière, il y avait 17 humains en orbite, un nouveau record, 11 à bord de la Station spatiale internationale et 6 à bord de la station Tiangong. Et une fois de plus, SpaceX, Axiom et la NASA rendent un énorme mauvais service, en ne publiant pas d'informations concernant la rentrée dans l'atmosphère de sa capsule. Imaginez ne pas comprendre cette boule de feu lors de la rentrée dans l'atmosphère de la capsule Dragon pour la mission Axiom 2. Par contre, voir ce genre de choses en vraie vie, ça peut être très inspirant. What the is that? Il y a quand même des discussions à ce sujet car Axiom a du mal à susciter l'intérêt du public pour ses vols spatiaux privés. Puis ils veulent pas publier la carte du retour de la capsule. C'est assez particulier parce qu'il y a des millions d'Américains qui auraient pu observer cette boule de feu puis par le fait même allumer leur passion. Puis SpaceX a partagé cette magnifique vidéo lors du lancement du Starship puis je vous la partage. Attention all operators on countdown 1. We're going to start our go, no go poll for today's flight. Raptor 1. Go. Raptor 2. Go. Stage 1. Go. Good morning. On your screen is Starship as it awaits our first ever integrated flight test from Starbase Texas. Flight directors go for flight. 10, 9, 8, 7, 6. Ignition. 2. We have liftoff. Starship vehicle, tower clear, we're into Quicksilver. Onboard view from Starship. What a sight! We're flying at twice the thrust of the Saturn V heading to space. Execute. That's another engine. And there, as you saw, as we promised, an exciting end to the Starship inaugural integrated test flight. Toujours heureux d'être avec vous, bienvenue dans votre Actualité spatiale Show! Le
Le cheval de bataille de SpaceX, le Falcon 9, vient tout juste d'effectuer sa 200e mission consécutive. Et ça, c'est le résultat de 7 années d'efforts incessants de l'équipe. Et aujourd'hui, j'ai eu envie de souligner cet exploit qui a complètement changé cette façon de penser de l'industrie aérospatiale. Souvenez-vous de l'année 2016, au milieu de la chaleur étouffante d'un matin de la Floride. Une équipe dévouée d'ingénieurs de SpaceX était en préparation pour le lancement d'une fusée Falcon 9. Et cette année particulière avait posé sa juste part de défis et de triomphes pour la société californienne qui commençait enfin à tenir sa promesse de longue date d'augmenter la fréquence de lancement. Et au cours des mois ardus, les ingénieurs et les techniciens des installations de SpaceX à Cap Canaveral persévéraient sans relâche pour perfectionner le processus complexe de chargement et de ravitaillement requis pour la fusée Falcon 9 afin d'optimiser la capacité de charge utile de la fusée. Et l'équipe a utilisé de l'oxygène liquide à son plus haut niveau de réfrigération. Oui, cependant, une fois la fusée alimentée, le temps est devenu un facteur crucial car la chaleur de la Floride réchaufferait rapidement l'oxygène liquide. Et l'équipe d'ingénieurs a poursuivi sans relâche son objectif de minimiser le temps de chargement du propulseur en s'efforçant de lancer avec l'oxygène le plus froid possible afin de permettre les meilleures performances des moteurs. Assez simple, plus le liquide est froid à l'intérieur des réservoirs, plus le moteur est performant. Mais ce matin-là, dans le but d'accélérer les préparatifs de pré-lancement, SpaceX avait déjà fixé un satellite israélien au sommet de la fusée Falcon 9 en prévision du test de tir statique. Mais malheureusement, alors que le compte à rebours progressait doucement le 1er septembre 2016, l'impossible arriva. Sans avertissement, la fusée a violemment explosé en dispersant des fragments à travers les marécages sur des kilomètres. Le satellite de 200 millions de dollars a totalement disparu dans l'explosion. Et les ingénieurs avaient rencontré les limites de la rapidité avec laquelle la fusée pouvait être alimentée. Et l'accident s'est avéré être un revers déchirant pour SpaceX. Mais avec la destruction du complexe de lancement spatial, la société s'est retrouvée sans rampe de lancement opérationnel ni fusée disponible. Ça s'est avéré être l'échec le plus difficile et le plus complexe de la société. Et Musk a tweeté à l'époque que c'était une période extrêmement difficile qui a renforcé le scepticisme parmi les sceptiques à la NASA et au sein de la communauté des vols spatiaux humains, mettant en doute la capacité de SpaceX à transporter en toute sécurité des astronautes. Mais néanmoins, l'accident d'Amos 6 a marqué le dernier accident significatif impliquant la fusée Falcon 9. SpaceX est passé d'un échec de lancement à un premier atterrissage historique d'un booster de classe orbitale après seulement 6 mois. Donc, en seulement 6 mois, aucun lanceur n'a réussi cet exploit. Et du côté russe, la fusée Soyouz U comptait 112 succès consécutifs. Mais là, un 2 est considéré comme un échec parce qu'en réalité, c'est un dysfonctionnement de l'étage supérieur qui aurait entraîné la perte du satellite. Donc, c'est un échec. Le dernier record était donc de 100 vols détenus par l'ancienne fusée américaine, la Delta II. Et depuis le premier vol test habité du Crew Dragon il y a 3 ans, Falcon 9 a envoyé 38 astronautes en orbite. Et la réutilisation du booster, ça pourrait aussi s'intensifier, passant de 15 à 20 vols. 20 réutilisations de ce booster. Wow! Et avec la grande confiance que la NASA a pour le secteur privé, l'agence peut enfin se concentrer sur l'espace lointain. L'exploration aujourd'hui, n'est plus possible sans la grande contribution de l'équipe de SpaceX. Donc, un énorme merci de nous faire rêver. Oui. Le 21 février 1969, l'Union soviétique a établi un record pour la fusée la plus puissante du monde. Un titre qu'elle conservera pendant plus de 50 ans, mais le 20 avril 2023, ce record a été battu par le vaisseau spatial Starship Super Heavy de SpaceX. Et la N1 comportait 30 moteurs NK-15 sur son premier étage, tandis que le Super Heavy, 33 moteurs Raptor 2. Et si l'on considère que la N1 a volé 4 fois, mais n'a jamais traversé la combustion du premier étage, je vous pose une question. Avec tous les problèmes de conception et d'échec de la N1, pourquoi la compagnie SpaceX a-t-elle utilisé autant de moteurs? Auront-ils le même sort? Le N1 était le compétiteur de la Saturn V américaine pour atteindre la Lune avec des astronautes ou cosmonautes. Elle était massive à la base. Elle faisait 17 mètres de large et filée jusqu'à un point avec les étages supérieurs qui étaient environ 6 mètres de large. Et la fusée mesurait 105 mètres de haut. Vous voyez, elle était... Et le vaisseau spatial de SpaceX, lui, a 9 mètres de large, puis ça c'est de bas en haut, et puis il mesure 120 mètres de haut. Le Starship Super Heavy est presque 2 fois plus lourd que le N1, et le N1 était capable de mettre 95 tonnes en orbite terrestre basse, tandis que le Starship est conçu pour pouvoir prendre jusqu'à 150 tonnes, et il le fait tout en étant entièrement réutilisable. Le N1 avait beaucoup d'étages. La fusée avait un minimum de 3 étages, mais lors de l'envoi d'une charge utile sur la Lune, elle aurait utilisé jusqu'à 5 étages, de la même manière que la Saturn
Saturn V avec le module de service Apollo puis les étages atterrisseurs. Mais ce qui est le plus semblable reste le nombre de moteurs. Le N1 avait 30 moteurs NK15 sur son premier étage, 8 NK15 sur son deuxième étage, 4 NK19 sur le troisième étage, puis un NK21 sur le quatrième étage, puis en plus de ça, il y avait un RD58 sur l'étage de descente. Bon, là, il y avait des versions différentes, mais moi, je vous parle de la version lunaire, là, la grosse version. Et du côté de Starship Super Heavy, eh bien, c'est 33 moteurs Raptor 2 sur le booster et 6 autres Raptor 2 sur l'étage supérieur. Mais ces chiffres sont tous sujets à changement parce que le Starship est toujours en développement. Puis par rapport au NK15, bien, le Raptor 2 est beaucoup plus fiable et il produit également beaucoup plus de poussée. Et concernant les fusées, bien, elles sont vraiment très différentes, mais partagent quand même des similitudes, on en parle. Elles sont énormes et ont plusieurs moteurs plus petits plutôt que quelques gros. Mais pourquoi ces fusées ont autant de moteurs? Mais c'est particulier parce que plus de moteurs, ça signifierait pas plus de points de défaillance potentiels puis un système plus compliqué. De nombreux moteurs moins puissants ont quelques avantages par rapport à moins de moteurs plus puissants. Ben, c'est certain qu'une perte d'un moteur a moins d'impact sur les niveaux de poussée totaux avec de nombreux moteurs plus petits par rapport à moins de moteurs plus gros. Et en comparaison avec la fusée Saturn V, ben, le N1 avait 30 moteurs produisant 45 méganewtons de poussée alors que la Saturn V avait 35 méganewtons de poussée à partir de seulement 5 moteurs. Perdre un moteur sur votre Saturn V, ben, c'est perdre 20% de poussée environ. Ça signifie que si vous étiez au début de votre vol, ben, ça aurait entraîné une perte de la mission. Mais en ce qui concerne la fiabilité, bien, plus de moteurs ont également le potentiel de plus de points de défaillance, plus de pièces mobiles, plus de risques d'échec, plus de complications également. Et plus il y a de chances qu'une panne d'un moteur affecte son voisin et provoque un scénario de panne en cascade. Mais dans l'ensemble, un plus grand nombre de moteurs ont contribué à faire du Falcon 9 l'une des fusées les plus fiables jamais réalisées. Il y a quelque chose que vous pouvez faire pour aider ces nombreux petits moteurs à être encore plus fiable. Vous pouvez isoler chaque moteur à l'intérieur de son propre bouclier de confinement anti-souffle. Puis de cette façon, si le moteur subit une panne catastrophique, ben, il ne va pas affecter ses moteurs voisins. Et ça, c'est quelque chose que SpaceX a déjà amélioré. Et de plus, ben, plus de moteurs égale plus d'économie, parce que SpaceX fabrique déjà les moteurs Raptor 2 pour moins d'1 million de dollars. Et les moteurs F1 qui étaient sur la Saturn V coûtaient environ 115 millions de dollars. Et ça, c'est par moteur en dollars d'aujourd'hui. Et du côté du programme de la fusée SLS de la NASA, ben, il a fallu 12 ans pour approuver le premier décollage. 12 ans. Et cette fusée devait fonctionner parfaitement, sinon le projet risquait d'être annulé. Et les choses ont été testées, conçues et élaborées avec un degré élevé de probabilité de succès. Ce qui a coûté plus de 30 milliards de dollars pour arriver au premier lancement de SLS et Orion. Et plus les moteurs sont petits, ben, ils n'ont plus les problèmes d'instabilité de combustion que les plus gros avaient. Pour les moteurs plus grands, la chambre de combustion est si grande que différentes zones à l'intérieur peuvent subir des pressions et des températures légèrement différentes. Ça peut conduire à des oscillations. Ces petites instabilités peuvent conduire à d'énormes problèmes. Et de plus, un moteur plus petit se déplace plus facilement et se teste plus facilement. Puis ça conduira à une meilleure compréhension du système puis à un moteur plus fiable à long terme. Mais il pourrait être facile de dire que lors du premier vol du Starship, les Raptors n'étaient pas si fiables finalement. N'oubliez pas qu'il s'agissait de certains des premiers moteurs Raptor 2 jamais fabriqués. SpaceX a maintenant produit plus de 300 moteurs Raptor avec une fiabilité exceptionnelle. Et une autre philosophie commune que les Soviétiques et SpaceX ont adoptée était de faire voler leur fusée pour la tester. Puis au lieu d'essayer de résoudre complètement les problèmes complexes au sol, ben, commencez simplement à l'essayer, puis voyez qu'est-ce qui fonctionne pas, puis qu'est-ce qui va bien. Le but du premier test en vol intégré de Starship était de dégager la rampe de lancement puis de ne pas la faire exploser. Ben, maintenant, bien que la fusée ait dégagé la rampe de lancement, ben, une grande quantité de béton a été violemment éjectée du dessous de la rampe et a déchiré une bonne partie de la zone. Mais tout ça sera rapidement oublié. Ben oui. Le premier vol d'essai a validé beaucoup de choses. La fusée a traversé le point de pression aérodynamique maximum, ou Max-Q. Ils ont placé les tuiles du bouclier thermique à travers un flux d'air à haute vitesse assez fort. Il a validé les modèles aérodynamiques puis le guidage et le contrôle. Il a également prouvé la rampe de lancement et les systèmes, y compris le parc de réservoirs, les pompes, les refroidisseurs, les déconnexions rapides puis les pinces de lancement. Puis tout ça a très bien fonctionné, exactement comme prévu. Ils ont acquis une expérience du monde réel en volant, oui. Et dans l'ensemble, SpaceX a validé beaucoup de choses puis a même appris que la fusée était peut-être un peu trop robuste puis avait peut-être un système de terminaison de vol un peu trop petit. Oui, parce que le système de terminaison de vol n'a pas réussi à détruire immédiatement la fusée lorsqu'elle a été activée. Et c'était selon moi le plus gros échec du premier test en vol. Et tout le reste, ben, y compris la tornade de béton, ben, en fait, c'est mieux déroulé que prévu puis était encore largement considéré comme un succès. Et la principale raison pour laquelle les moteurs de la N1 ont échoué, mais c'était pas en raison de la quantité, mais de la qualité.
Les NK-15 est extrêmement primitif et assez sujet aux pannes avec des ordinateurs primitifs. Le NA est également dirigé via un mode de direction assez avancé connu sous le nom de différentiel de poussée. Et ça signifie que les moteurs doivent gérer des commandes d'accélérateur précises. Puis ça, c'est une tâche assez avancée, même pour les fusées aujourd'hui avec des ordinateurs modernes, parce qu'un inconvénient majeur à s'appuyer sur le différentiel de poussée, c'est que si un moteur s'arrête, l'ordinateur devrait arrêter le moteur en face de lui afin de maintenir une poussée égale. Il n'y avait donc pas beaucoup de place pour l'erreur. Puis la direction du booster Super Heavy est contrôlée principalement via les 13 moteurs centraux avec une possibilité d'inclinaison de 15 degrés. 15 degrés, là, c'est énorme, là. Depuis, le contrôle était effectué hydrauliquement pendant le premier vol, mais après défaillance, ça va être remplacé par un système de contrôle de facteur de poussée électromécanique. Ça, c'est une bonne nouvelle. Puis le fait d'avoir des moteurs à cardan, ça, juste au centre, ça signifie également que Starship n'a pas besoin d'arrêter les paires opposées pour garder le contrôle. La fusée peut simplement utiliser les cardans pour corriger tout décalage et pousser si un moteur tombe en panne. Ça, on l'a très bien vu en action lors du premier test en vol avec Starship, où la fusée a perdu de nombreux moteurs, mais a maintenu le contrôle via le cardan, puis n'a pas eu besoin d'arrêter les paires opposées. Bref, si la N1 avait pu continuer à voler 2 ou 3 vols, aurait probablement suffi à bien comprendre ce principe et aurait permis de rendre le moteur NK-15 beaucoup plus fiable. Le Starship Super Heavy a eu plus de 50 ans d'avancée informatique et aérospatiale, donc SpaceX est au bon moment, là. Ils n'ont pas tout inventé, non, ils se basent sur le passé aussi. Les ordinateurs ont progressé, les moteurs sont plus fiables, mais selon moi, une des principales raisons pour laquelle le NA a complètement échoué et n'a jamais eu ses vols supplémentaires, c'est la mort prématurée malheureuse de Korolev, qui est décédé en plein milieu de son développement. Espérons qu'Elon Musk reste en vie, mais ouais, SpaceX c'est beaucoup plus qu'un homme. En réalité, c'est une armée de passionnés et d'ingénieurs extrêmement ambitieux. Le programme de développement de la fusée N1 a donc été annulé avant même de mûrir et de se développer pour permettre à un cosmonaute de mettre le pied sur la Lune. C'est triste, mais c'est comme ça. À tous ceux qui ne croient pas au projet Starship, il faut qu'il avance parce que la Chine nous a appris qu'elle effectuera un atterrissage en équipage sur la Lune avant 2030. C'est bientôt. La Chine progresse plus rapidement vers l'achèvement du modèle de base de ses ambitieuses missions de sonde lunaire de phase 4 et est pleinement confiante de laisser les empreintes du peuple chinois sur la Lune d'ici 2030. Il y a un an, l'administration nationale de l'espace de Chine a annoncé un plan pour lancer la 4e phase du programme de sonde lunaire, y compris le lancement de 3 missions baptisées Change 6, 7 et 8 et la construction d'une station internationale de recherche lunaire sur la Lune. La mission Change 6 devrait récupérer des échantillons de sol lunaire de l'autre côté de la Lune vers 2024. Et c'est la première fois que l'humanité collectera des échantillons de sol de l'autre côté du satellite naturel de la Terre. Et la mission Change 7 est prête à atterrir au pôle sud de la Lune à la recherche de traces d'eau. La mission Change 8, dont le lancement est prévu vers 2028, est conçue pour travailler avec le Change 7 pour jeter les bases de la construction d'une station de recherche lunaire au pôle sud de la Lune afin de faciliter une série d'expériences sur l'exploration et l'utilisation des ressources lunaires. Le plan comprend également le lancement du satellite relais de communication. Désolé, je suis pas capable de les plier. En 2024 pour soutenir les prochaines missions d'atterrissage au pôle sud lunaire puis sur la face cachée de la Lune. Et le concepteur en chef du projet chinois a révélé les plans de la Chine pour construire un Internet spatial profond centré sur la Lune afin d'améliorer la connectivité et la navigation pour les futures missions de vol spatial. Et la constellation de satellites devrait garantir une navigation précise et une communication fluide pour l'atterrissage de sondes sans pilote et d'engins spatiaux habités. Et en outre, la Chine a pour objectif d'explorer l'espace plus profond dans le but d'étendre la constellation à des zones spatiales plus larges et d'emmener l'Internet sur la Lune. Et la Station internationale de recherche lunaire construite par la Chine est donc ouverte aux partenariats internationaux. La Chine a officiellement établi son projet Change d'exploration lunaire en 2004. Puis en décembre 2020, c'est la sonde lunaire Change 5 qui a ramené 1731 grammes d'échantillons de la Lune, marquant l'achèvement du programme d'exploration lunaire qui comprend 3 étapes. On a la mise en orbite, l'atterrissage et le retour. Ça fait maintenant 60 ans que les premiers tests de développement des parachutes, des capsules, des missions Apollo ont été effectués. Puis aujourd'hui, j'avais envie de vous ouvrir le parachute du passé. En 1961, le président John F. Kennedy a engagé les États-Unis à faire atterrir un homme sur la Lune et à le ramener sain et sauf sur Terre. Et pour aider à atteindre la deuxième partie de cet objectif, les ingénieurs de la NASA ont développé le système de parachute Apollo Earth Landing ou ELS.
Et le développement d'Apollo ELS a commencé en janvier 1962 lorsque la NASA a publié les premières spécifications pour faire atterrir le module de commande Apollo sur l'eau à 35 km/h. Et le premier test de parachute utilisant un module de commande test à partir d'un avion cargo modifié a eu lieu le 3 mai 1963. Et le test de qualification finale a eu lieu plus de 5 ans plus tard, puis seulement 3 mois avant Apollo 7. Et ça, c'était la première mission Apollo avec un équipage à bord. Et la croissance continue du poids du module de commande, passant de 3700 kg lors de sa conception en 1962 à un poids final de 5897 kg en 1968, s'est avéré être le défi le plus important. Les modifications apportées au module de commande résultant de l'incendie de janvier 1967 d'Apollo 1 ont considérablement augmenté son poids, puis les ingénieurs ont pensé le système de parachute pour gérer les contraintes aérodynamiques supplémentaires. Et pour tester et qualifier l'Apollo ELS pour le vol spatial habité, l'entrepreneur Northrop Ventura a effectué des tests de largage à l'aide de maquettes basse fidélité. Et avec la réussite du test de chute de qualification finale le 3 juillet 1968, la NASA a déclaré l'ELS sûr pour les missions humaines. Oui. Et dans sa configuration finale, l'Apollo ELS était composé de 9 parachutes déployés dans une séquence assez complexe. Il y avait un parachute de séparation à bouclier thermique avant, 2 parachutes stabilisateurs, 3 parachutes pilotes, puis 3 parachutes principaux, pour un total de 9. Et lors d'une rentrée normale, la séquence commençait à 24 000 pieds, donc 7 317 mètres, avec le largage du bouclier thermique avant, aidé par le déploiement d'un parachute de 2,13 mètres ou 7 pieds. Et par la suite, 2 parachutes de drogue qu'on appelle de 5 mètres s'ouvrent 1,6 secondes plus tard pour fournir une décélération puis une stabilisation initiale et restent attachés au module de commande jusqu'à environ 11 000 pieds. Puis ça, c'est 3 354 mètres d'altitude. Et lors de la déconnexion, 3 parachutes pilotes de 2,13 mètres ou 7 pieds, encore une fois, sont déployés, fournissant une force suffisante pour extraire les packs, ouvrant les 3 parachutes principaux de plus de 25 mètres ou 83,5 pieds qui se sont gonflés à l'état complètement ouvert grâce à un processus en 2 étapes. Et les 3 parachutes principaux ralentissent le module de commande à environ 35 km/h lors de l'amérissage. Puis à l'issue de 4 missions sans équipage et de 15 missions avec équipage, l'Apollo ELS est extrêmement bien comporté, à une exception notable près. Lors de la récupération d'Apollo 15, l'un des 3 parachutes principaux s'est effondré, entraînant une vitesse d'éclaboussure de splashdown légèrement supérieure à celle prévue, mais aucune blessure pour l'équipage, prouvant la redondance prévue du système. Et le soin apporté à la fabrication des parachutes contribua grandement à leur succès. L'équipe de couturières qui a cousu les parachutes de l'engin spatial Apollo était très fière de ce qu'elle faisait. Leur couture était la dernière étape très importante pour ramener les astronautes chez eux en toute sécurité, puis elles en avaient très bonne conscience. Le Apollo CMBP-19 Alpha, utilisé dans de nombreux tests de chute, a été restauré puis est maintenant exposé au Columbia Memorial Science Center à Downey, en Californie. Et ça, c'est situé sur le site où tous les autres engins spatiaux Apollo ont été construits. Puis en termes de conception puis de tests de qualification, l'Apollo ELS a répondu avec succès aux exigences pour le retour en toute sécurité des humains de l'espace. Et en raison de la similitude entre l'Apollo ELS et le système de récupération développé pour le vaisseau spatial Orion, ce dernier programme a choisi de suivre l'approche Apollo, y compris toutes les leçons tirées du programme précédent pour l'évaluation humaine de son système de parachute. Puis les partenaires du programme d'équipage commercial de la NASA, on parle de Boeing puis SpaceX, ont étudié de manière approfondie les enregistrements bien documentés et l'expérience acquise lors du développement et des tests d'Apollo ELS pour augmenter la fiabilité et la sécurité de leurs systèmes de parachute respectifs. Bref, on peut dire sans l'ombre d'un doute que la NASA, c'est les experts du développement des parachutes. Et voici maintenant notre chapitre découverte de la semaine. Dans le cadre d'une initiative scientifique, Lego s'est associé à une équipe tchécoslovaque d'experts de l'espace pour envoyer 1000 figurines Lego dans la stratosphère. Oui, 1000 avec des idées, on n'en manque pas sur ce merveilleux point bleu pâle. Et voici une séquence récemment publiée d'Artemis 1 qui fournit une vue multi-angle des ailes du réseau solaire Solar Array Wings ou SAW. Se déployant après environ 20 minutes de vol. Et les GoPro sur les pointes de chaque SAW ou aile solaire ont fourni cette perspective incroyable. Puis en parlant d'Artemis, saviez-vous que l'Espagne est devenue officiellement cette semaine le 25e pays à signer les accords Artemis? Ben oui, il manque toujours la Chine. Ni相信中国会签署阿尔特弥斯协议吗？信jamais.
Tu sais parler chinois? Oui, je suis capable de parler russe aussi. Russe? Et quelle belle photo du booster de SpaceX, la mission Arabsat 7B, qui est revenu au port Cap Canaveral cette semaine. Puis en quelques heures, il était déjà soulevé du drone ship sur le stand pour être prêt pour le transport. Mais ce qui est intéressant de souligner sur cette photo, c'est les 2 carénages qui viennent de se détacher également. Oui, SpaceX récupère de plus en plus de composants dans sa mission de récupération. Et vous le savez, la planète rouge me fascine. Et la planète Mars est peuplée de robots. Alors je vous partage cette merveilleuse photo prise par la caméra Mastcam Z du rover Perseverance. Et c'est directement de Mars, mes amis. Wow, très impressionnant. Et ça fait déjà 3 ans que SpaceX a lancé leur première mission de vol spatial habité en orbite. Et à ce propos, on a eu un petit message de remerciement de l'équipe de SpaceX cette semaine. Merci à la NASA, Inspiration 4, Axiom Space et aux 38 astronautes du monde entier d'avoir piloté le Dragon de SpaceX. C'est curieux, mais si j'avais fait un tour de la capsule Dragon, c'est probablement moi qui remercierais. Et cette semaine, nous avons eu des nouvelles concernant le crash lunaire de la sonde Akuto R. Oui, il a été déterminé que les simulations antérieures de la séquence d'atterrissage n'incorporaient pas adéquatement l'environnement lunaire sur la trajectoire de navigation, ce qui a entraîné une mauvaise évaluation de l'altitude de l'atterrisseur en approche finale. En gros, il aurait changé de site d'atterrissage, mais il aurait oublié de faire la mise à jour du logiciel. Mais c'est pas fort et cela a coûté des millions. Oui, sauf que c'est toujours plus facile de juger après, mais l'erreur est humaine. Et à la fin de la semaine, la NASA et Boeing ont annoncé un nouveau retard pour le premier vol habité du Starliner pour des raisons de sécurité. Ouais, en gros, il y a 2 raisons. Tout d'abord, les câbles allant du vaisseau au parachute qui se sont avérés avoir une limite de charge de défaillance inférieure aux spécifications. Puis il y a eu aussi une nouvelle anomalie sur une valve alors que le remplissage en carburant du vaisseau allait commencer. Mais présentement, aucune nouvelle date de lancement n'a été donnée. Le report risque d'être de plusieurs mois si le vaisseau doit être démonté. Et il y a également Sierra Space qui progresse dans la construction de sa navette de ravitaillement de l'ISS. Le fameux Dream Chaser qu'on parlait il n'y a pas si longtemps. Ils ont installé dernièrement les tuiles de protection thermique du nez. Ça, c'est un projet qui avance à une vitesse, mais fulgurante. Nous allons probablement voir des astronautes joindre la station spatiale avant longtemps. Et saviez-vous que pendant la mission Apollo 11, l'âge moyen dans le contrôle de mission n'était que de 28 ans? Et aujourd'hui, la NASA se prépare à ce que la prochaine génération prenne les rênes. Et la génération Artemis, comme Apollo avant eux, guidera l'humanité vers de nouveaux sommets. Mes amis, l'exploration spatiale ne fait que commencer. Wow, quelle belle vie! Et ça complète votre actualité spatiale chaud de la semaine. Hey, merci d'être toujours là à chaque dimanche. Puis vous avez sûrement remarqué, je vous ai pas demandé de vous abonner ou de mettre le pouce en l'air. C'est certain que ça fait toujours plaisir, mais mon but ultime, ma mission, c'est vraiment pas le côté succès, mais le côté passion. Donc, partagez vos nouvelles connaissances et vos passions. N'hésitez pas à aller dans les écoles pour donner de la motivation puis de la passion aux futures générations Artemis. Notre point bleu pâle est tellement magnifique, puis il y a tellement à découvrir à travers l'univers. Et pensez-y, c'est énorme. Et comme disait Confucius cette semaine, que le juste milieu ne soit pas tenu. Je sais pourquoi. L'homme intelligent va au-delà et l'imbécile reste en deçà. Et voilà, oubliez pas le ciel, les Pléiades. Oui, parce que le futur, ça commence maintenant. Adios, amigos. Autopilot activated.